Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette vidéo sur les différentes formes de désobéissance civile. Et c'est vrai que face à la brutalité et à ces assoiffés de sang, il nous est apparu clair que nous devons adopter une technique de légitime défense. Le président Issa Chiroma Bakari a parlé de résistance active et passive. Je le rappelle encore, la légitime défense est une action entreprise pour se protéger ou protéger autrui d'une agression injustifiée et imminente. Donc, nous sommes, comme je vous l'ai dit, depuis l'ultimatum, en mode légitime défense. Et la plupart du temps, quand on embraye dans les modes de légitime défense, on parle souvent de la désobéissance civile. Alors, j'ai essayé de mettre ici les différentes formes de désobéissance civile. J'ai mis trois groupes, les actions violentes et non violentes, les actions directes et indirectes, les actions symboliques et les actions de témoignage. Je commence par celui qui est le plus biaisé. En fait, la désobéissance civile, par définition, n'a jamais été violente. Mais c'est l'État ou le régime contre lequel ces désobéissances sont opérées qui impose la violence. C'est pour ça que si vous allez dans les dictionnaires, vous verrez rarement la classification de la désobéissance civile en non violente et violente. Mais vous verrez dans le cas de Gandhi qu'on parle de non violente parce que c'est face à la dureté, face à, comment dire, à la barbarie du régime en face ou bien de la force d'oppression que le peuple est souvent obligé de se défendre et ça crée de la violence. Une fois qu'on a écarté ces deux classifications, revenons donc aux actions. Il y a donc des actions directes de désobéissance civile, il y a des actions indirectes et maintenant avec la nouveauté et la modernité, on a des actions symboliques et des actions de témoignage, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand vous posez une action de désobéissance civile, le fait de le témoigner, c'est une façon de partager ou bien de contaminer la sphère avec cette action de désobéissance civile. Dans les détails, la désobéissance civile peut être une action directe, c'est-à-dire ce sont des actions par exemple, le blocage des autoroutes, des gares ou des bâtiments. Ça peut être des actions d'occupation, on occupe les lieux publics. Ça peut être le déni d'un service distribué. Par exemple, on dit, OK, on donne comment on dit, du pain sardine aux Camerounais et les Camerounais le refusent. Ils refusent de prendre du pain sardine parce qu'ils ont droit au miel et à l'or. Donc, il y a aussi, par exemple, perturber les services en ligne, hein, c'est nouveau, ou bien empêcher la destruction d'espaces naturels. Je prends un exemple au Cameroun. Vous voyez la façon dont le bois est pillé, comment on détruit notre forêt. Nous pouvons décider dans l'opération de légitime défense ou de désobéissance civile d'interdire les camions de traverser le territoire camerounais, les camions qui transportent les billes de bois. Donc j'ai vraiment fait cette liste pour qu'on s'appuie là-dessus pour voir comment nous allons mettre en place une désobéissance civile non violente. Il y a alors, là c'était les actions directes. Les actions indirectes, c'est les boycotts. Quand on dit boycotter les produits, par exemple, français ou, je ne sais pas, américains ou allemands, en fait, tous ceux qui vont supporter le régime, on boycotte leurs produits. Il y a le refus de payer, par exemple, les impôts. Au Cameroun, par exemple, vous avez cette histoire de péage. On n'a pas de route. Les gens vont investir des milliards pour construire un péage, pour mettre sur une piste. Ce n'est même pas de la route, ce n'est pas l'autoroute. Je vous dis, ce sont des pistes. Et on pose le péage et les gens doivent payer. Si on refuse tout simplement de payer, c'est un acte de désobéissance indirecte. On peut aussi refuser de remplir certaines formalités. Donc, quand des gens arrivent dans un village, on demande de mettre les noms, d'écrire les noms là. Mais pourquoi on doit écrire les noms? On n'écrit pas. C'est une action indirecte.
Bon, après maintenant, passons au quatrième groupe, c'est les actions symboliques. Là, il y a les sittings, c'est-à-dire on s'en va, on s'assoit devant un bâtiment, on proteste. Vous savez, ici au Cameroun, c'est très coutumier. Bientôt, c'est les enseignants, après, c'est les transfusés, après, c'est... Donc, ce mode d'action est très courant ici au Cameroun. Et il y a la perturbation d'événements. On a eu cette histoire de Paul Biya qui prêtait serment. Dans une action de désobéissance civile, on aurait pu perturber cet événement-là. Et l'autre action symbolique, ce sont les graffitis ou bien la destruction de... Vous voyez cette image de Paul Biya, vraiment, c'est d'un monsieur avec des chaînes en or, des bagues en or qui trône sur les poubelles et tout. C'est indécent. Donc on peut enlever tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des actions symboliques. Maintenant, quatrième groupe d'actions, c'est les actions de témoignage. Donc, quand on fait une désobéissance, on peut en témoigner. Quelqu'un peut dire, bon, moi, ils sont venus détruire ma maison et j'ai dit, je me suis opposé, j'ai dit qu'ils ne doivent pas détruire ma maison. Donc, en faisant ce témoignage, vous transmettez l'information aux autres qui pourront faire de même. Parce que ce n'est pas quand même admissible que 4 pelleteuses arrivent à Dikolo et détruisent plus de 2000 familles. Si ces familles s'étaient opposées, ça n'aurait pas eu lieu. Et il y a un autre aspect de témoignage, c'est ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. C'est-à-dire, on demande à un militaire d'aller tirer sur les bébés qui sont attachés sur le dos de leur mère. Ce militaire peut refuser. Il peut prétendre qu'il est malade ou même que son fusil s'est enrayé. C'est ce qu'on appelle une objection de conscience. Voilà, mes chers amis, je crois que j'ai traversé très rapidement les différentes formes de désobéissance civile. Prenons pour terminer le cas de l'Inde avec un certain Mahatma Gandhi. Il faut savoir que Gandhi s'était retrouvé face à l'Empire britannique qui était à l'époque, vraiment, elle était en pleine puissance, c'est-à-dire que quand elle dominait le monde entier. Alors Gandhi a lancé cette opération de désobéissance civile qu'on a taxée de non violente. Mais pourquoi on l'a taxée de non violente? Parce que elle, Gandhi avait choisi toutes les autres formes que le régime ne pouvait pas réprimer. Parce que dès que le régime réprime une désobéissance, elle n'est plus non violente. Donc, sur quoi s'était appuyé Gandhi? Sur les actions directes, la marche du sel et la violation des lois spécifiques, et les actions indirectes, le boycott, la non-coopération et le non-paiement des impôts. Je vais prendre quelques-uns pour illustrer. Par exemple, la marche du sel. C'était une action symbolique qui a mené la violation de la loi sur le sel, c'est-à-dire que les Britanniques taxaient le sel, taxaient les Indiens de payer des charges énormes sur le sel. Mais qu'est-ce que Gandhi a fait? Il a parcouru avec ses partisans des centaines de kilomètres dans tout l'Inde pour aider, pour montrer aux Indiens comment on fabriquait le sel de façon illégale. C'est pour ça que je vous dis souvent, il ne suffit pas de lancer un mot d'ordre, mais il faut réfléchir sur sa mise en œuvre et voir si sa mise en œuvre est opérationnelle dans le pays concerné. Deuxième cas, c'est la violation des lois spécifiques, par exemple des actions qui ont consisté à enfreindre les lois, des lois jugées injustes. C'est-à-dire, si la loi disait aller détruire tel quartier, les populations s'opposaient. Donc, c'était ça, les actions directes. Je donne un autre exemple sur les actions indirectes, c'est le boycott. Donc, à cette époque, c'est les Britanniques qui déversaient les produits de leur nouvelle industrie florissante sur l'Inde. Mais Gandhi a tout simplement demandé de refuser d'acheter les produits britanniques. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé au monde aujourd'hui. Donc, quand on boycotte un de vos produits en Inde, même si c'était que, même si ce n'est que la moitié de la population, disons 750 millions d'Indiens qui n'achètent pas votre produit, mais tous les jours vous perdez, même si vous ne gagnez qu'un euro par produit, tous les jours vous perdez 750 millions. Ça, c'est énorme. Et surtout, il y avait la non-coopération qui incluait les actions telles que le refus de coopérer avec le système colonial. Donc, tout ce qu'on voit qui peut être du régime de Paul Biya, on ne respecte pas, on ne coopère pas. Donc voilà, je prenais le cas de l'Inde juste pour
pour rappeler à toute l'armée combattante, à toute l'armée en résistance, de se rappeler qu'il y a tout un arsenal de désobéissance civile qui est en place. Il suffit simplement de l'étudier et de voir lequel correspond ou lequel s'applique le mieux à la situation du Cameroun. Qu'est-ce qui colle mieux au tempérament de notre peuple? Qu'est-ce qui colle mieux à la situation économique de notre pays? Voilà, je crois que avec tous ces éléments, nous allons progresser. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler spécifiquement des villes mortes. Alors, quand je dis parler, c'est pas une science. Non, je vais vous donner les éléments qui pourront nous permettre d'organiser les villes mortes de façon très efficace et de voir établir les paramètres d'une ville morte et voir maintenant comment on peut, en fonction de ces paramètres, sélectionner le meilleur rythme pour les villes mortes dans notre pays. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.